Tous les soirs depuis la mi-avril, une foule immense se rassemble autour du Parlement géorgien. Tous les soirs, les manifestants pro-européens protestent contre un projet de loi sur l'influence étrangère. Mais depuis mardi, la tension est montée d'un cran. Les manifestants sont désormais réprimés violemment. On ne partira pas avant que le projet de loi soit retiré parce que nous savons ce que sont les valeurs européennes. Nous avons choisi l'Europe, donc nous n'abandonnerons jamais. Rien ne nous arrêtera. Rien du tout. Quel est le pire, être gazé, être roué de coups ou perdre notre pays? Je crois qu'aujourd'hui, nous avons moins peur de perdre la vie que de laisser notre pays aux mains des Russes et de notre gouvernement de traîtres. Le texte, soutenu par le gouvernement, a été adopté en seconde lecture mercredi. S'il était voté définitivement, les organisations qui reçoivent plus de 20% de leur financement de l'étranger devront s'enregistrer en tant que, je cite, « organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère ». Ces détracteurs y voient la main de la Russie. En pleine séance de vote au Parlement, la violence éclate. Quelques minutes plus tard, le président du principal parti d'opposition prend la parole. Regardez-moi. Ce que vous voyez, ces traces sur mon corps, ce sont les traces de la Russie. À l'intérieur, à l'extérieur du Parlement, le pays se déchire. Il y a la Géorgie qui regarde toujours vers son voisin russe. Et l'autre, Géorgie, qui rêve d'Europe. La présidente géorgienne est dans le deuxième camp. Elle soutient les manifestants contre ce qu'elle appelle la loi russe. Il n'y a qu'une seule réponse à donner à ce que nous appelons la loi russe qui use, déstabilise et insulte la Géorgie. Cette réponse, c'est faire entendre notre voix européenne lors des élections législatives en octobre. La présidente ne s'entend pas avec son gouvernement. Mais en Géorgie, c'est le Premier ministre qui dirige. Et le Premier ministre préfère critiquer les Occidentaux. Ce que disent les Américains sur la loi est ridicule. Il n'y a aucun argument valide dans leur critique. Tout est faux. La loi serait contraire aux valeurs européennes. Et à quel endroit du texte? Ils disent n'importe quoi. Un discours et des idées qui ont tout pour plaire aux voisins russes. Ce qu'il se passe en Géorgie est utilisé pour provoquer des sentiments anti-russes. Il est peu probable que cela vienne de l'intérieur, alors cela vient très certainement de l'étranger. Nous l'avons bien compris, et je le répète une fois encore, il est impossible que cette loi soit liée à une sorte d'influence de la Russie. Aux États-Unis, et surtout en Europe, l'inquiétude monte. La Géorgie est-elle en train de glisser à l'Est? Elle avait pourtant obtenu le statut de candidate à l'Union européenne en décembre dernier. La situation que j'ai trouvée en arrivant ici est très préoccupante. La loi sur la transparence est inacceptable en l'état et risque de créer de sérieux obstacles pour l'intégration européenne de la Géorgie. Et tout cela alors que la Géorgie n'a pas fait beaucoup de progrès, selon le plan en 9 étapes d'adhésion à l'Union. Ce n'est pas non plus une très bonne chose, mais il reste encore du temps. Le projet de loi, soutenu par le gouvernement, devrait être définitivement adopté mi-mai. Alors Isabelle Lasserre, question téléspectateur, c'est Catherine en Côte d'Or. En Géorgie, les manifestations pro-européens peuvent-ils déclencher une guerre civile ? C'est-à-dire que ce n'est pas les manifestations qui pourraient déclencher une guerre civile, c'est si jamais le pouvoir n'arrive pas à réprimer les manifestations et si jamais les pro-européens n'arrivent pas à faire renoncer le pouvoir à publier cette loi, comme ils l'ont déjà fait l'année dernière, parce que c'est la deuxième tentative de passer cette loi, alors ils seront peut-être tentés d'appeler Vladimir Poutine pour que Vladimir Poutine se porte au secours du pouvoir. Et c'est vrai que là, on est dans un pays où, en fait, le pouvoir pro-russe prend en otage une population qui a 80%, c'est énorme et ça ne change jamais, et tournée vers l'Europe et vers l'OTAN et totalement déterminée à rentrer vers l'Union européenne. Cette population s'est fait complètement avoir par un pouvoir pro-russe qui, au début, lui a fait croire qu'il voulait bien l'Union européenne. En fait, il le faisait pour contenter l'opinion publique. Et derrière, le pouvoir a systématiquement, sur les conseils en fait, de Vladimir Poutine, via
sa marionnette locale, Bidzina Ivanishvili, qui est un oligarque qui a fait fortune au Kremlin et qui dépend de Vladimir Poutine en partie. Donc ce pouvoir a détricoté, en fait, a essayé, a tout fait pour que la Géorgie ne fasse pas de progrès et pour vider de sa substance le statut de candidat qui lui a été offert après des mois d'hésitation au mois de décembre. Mais si le peuple venait à trop manifester, le pouvoir en Géorgie pourrait appeler les Russes à la rescousse qui débarqueraient avec des chars pour mater Alors, la jeunesse. Possible parce que notamment, entre autres choses qu'a fait le pouvoir pro-russe pour en fait diminuer la capacité de résistance de la Géorgie, il a désarmé ce petit pays de 3,5 millions habitants. 80% de l'armée aujourd'hui, ce sont juste des fonctionnaires en fait, et il a diminué les budgets de la défense dans une région totalement explosive. Et alors que tous les pays autour augmentent leur voilà. Donc ce serait un jeu, ce serait beaucoup plus facile que d'envahir l'Ukraine. Ah oui, c'est tout petit, la Géorgie. 3 millions, 4 millions et une partie, 25% de la Géorgie, est déjà occupée par... Je rappelle qu'il faut revenir un petit peu sur la courte histoire russe. Et 2008 est la première action impérialiste de Poutine après son discours de 2007 à Munich. C'est la première action qu'il a lancée, dans laquelle, comme le disait Isabelle, 20% de la Géorgie a fait sécession de la Géorgie, avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Nord. Et l'Abkhazie, ça va même plus loin que ça, ça a fait tellement sécession qu'aujourd'hui, la Russie est en train d'installer un port en Abkhazie, parce qu'en Crimée, elle ne peut plus avoir son port de Sébastopol. Donc, la Russie est très présente, c'est sa première action, et elle ne peut pas faiblir. Donc, si vous voulez, quand on parle de qu'est-ce que fait la Russie après l'Ukraine, elle a déjà commencé. Frédéric Ancel, comme l'Ukraine, comme la Géorgie, qui était la terre de naissance de Staline, je crois. En fait, Gori. Voilà, toujours Gori, un musée Staline, d'ailleurs. Voilà, Poutine, il veut refaire son URSS. Non seulement son URSS, mais peut-être même l'empire de Catherine II. Alors, je vous invite à regarder des cartes historiques, c'est très gourmand quand même, et ça mord largement sur le continent européen. Mais le Caucase, c'est particulier. Restons dans le Caucase, si vous voulez bien, quelques instants. L'Arménie, qui se trouve immédiatement au sud de la Géorgie. Son Premier ministre, M. Pachinian, il y a quelques années, avait émis la volonté de ne pas rester complètement inféodé à la Russie, notamment sur le plan énergétique et économique. Et par ailleurs, c'est une démocratie aujourd'hui, l'Arménie. Eh bien, mal lui en a pris, puisque en dépit de l'accord de défense militaire mutuelle de 60 ans qui avait été signé d'ailleurs par Poutine lui-même, donc entre la Russie et l'Arménie, la Russie a lâché en race campagne l'Arménie en 2020 face à l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'on appelle l'impérialisme. La Russie se voit toujours comme un empire qui doit récupérer ces territoires. Absolument. En tout cas, le pouvoir actuellement, qui s'exerce actuellement autour de et chez M. Poutine, bien évidemment. Donc ça peut aller très très loin lorsque on indique, comme les Ukrainiens l'ont fait il y a quelques années, et avec M. Zelensky, mais y compris avec son prédécesseur, lorsque on émet des velléités de se rapprocher de l'Occident, ou simplement d'incarner une véritable démocratie. L'Arménie ne cherchait pas à rentrer dans l'OTAN, mais à incarner une démocratie. C'est le cas, le résultat, elle a été littéralement livrée à l'armée azerbaïdjanaise.